Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On parlera de la baisse qu'on a eue hier avec un magnifique rebond. On verra si on a des setups qui peuvent s'enclencher. On parlera bien sûr d'Ether. Et on verra également les trades qu'on peut prendre pour de la continuation de tendance. Vous m'avez demandé d'analyser 5 cryptos que j'ai notés. J'ai noté FHE, Rune, SXP, Virtual et Grass. Donc on verra les différents setups qui peuvent s'exécuter. Et bien sûr, on parlera du marché US. Avant, je vous invite à rejoindre le Discord. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos au quotidien sans faire partie du Discord. Ici, on a une communauté qui est très engagée, qui progresse énormément, que ce soit trading, investissement, crypto, DeFi, il y a un peu de tout, et c'est comme ça que vous pouvez progresser rapidement. En tout cas, moi, si je prends mon exemple, c'est comme ça que j'ai énormément progressé en discutant avec des gens qui soient plus compétents que moi, qui sont moins compétents que moi. Dans tous les cas, on est dans le partage, et c'est comme ça qu'on apprend énormément. En tout cas, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description, et vous avez ici une très bonne communauté qui va pouvoir tout simplement vous aider. Vous allez pouvoir partager avec eux également des connaissances, des positions, peu importe. Le but, c'est tout simplement que vous progressez. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence avec les annonces économiques qu'on a eues. On a eu à 14h30 ici le CPI et l'inflation aux États-Unis. Alors au niveau du CPI, on est conforme aux attentes. On le voit, hein, que ça soit pour l'évolution sur un mois ou l'évolution sur 12 mois, on est conforme aux attentes. Et pour l'inflation, on a des résultats qui sont en dessous des attentes. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui diminue. Maintenant, moi, ce que je surveille plutôt, c'est le CPI. Et de toute façon, c'est les données. La Fed regarde beaucoup plus les CPI que l'inflation. Ce qui différencie les deux, c'est que le core CPI ici, on va être hors énergie et alimentation, donc ça veut dire qu'on a quelque chose de plus stable, alors que l'inflation ça inclut tout, donc on a une représentation du quotidien qui est un peu plus réelle, sauf que c'est énormément volatile quand on prend l'énergie et l'alimentation. C'est pour ça qu'en général la Fed regarde beaucoup plus le core CPI. Donc voilà, en tout cas c'est des données qui restent intéressantes, hein. On continue d'être dans cet objectif des 2% que la Fed se fixe, et voilà, en tout cas c'est des chiffres qui sont intéressants pour avoir potentielle baisse des taux ici à la prochaine réunion dans 36 jours. D'ici là, on verra comment ça évolue, est-ce qu'on a une baisse des taux ou pas. Pour le moment, d'un point de vue probabilité, on part plutôt sur aucune baisse des taux. Maintenant, en fonction de ce qui va être annoncé, en fonction des annonces qui vont arriver, bien sûr, on peut avoir une évolution de ce côté-là. Alors, au niveau ici du BTC, c'est très intéressant ce qu'il nous a fait hier, on en parlait en plus en vidéo, comme quoi moi je surveillais la clôture au daily et la réaction au niveau des 101 500$. On a eu une très bonne clôture au daily avec ici une réaction acheteuse, on le voit bien, on a été chercher assez bas ici avec cette mèche et on a une magnifique réaction acheteuse. On ne l'a pas fait n'importe où, et si vous regardez la vidéo d'hier, je vous avais dit, moi il y a une zone qui m'intéresse pour rentrer en position, pour accompagner cette tendance, après avoir perdu le tunnel 15 minutes, c'est le tunnel 1 heure. Tunnel 1 heure en confluence avec les 101 500$, et ici on a point pivot monthly, point pivot weekly, et on voit qu'on a parfaitement pullback à l'intérieur, donc là de quoi prendre un magnifique trade pour accompagner ce mouvement. Bitcoin il nous fait souvent ce type de mouvement, ça veut dire que on a ici le tunnel 15 minutes qui lead la tendance, d'accord, on le voit bien, même si on va encore sur du plus court terme, on a le tunnel 3 minutes ici qui lead la tendance. Quand on perd le 3 minutes, ça nous indique qu'on a un affaiblissement du momentum. En général, on va venir s'appuyer sur le 15 minutes, chose qu'on a fait ici, où il y avait de quoi prendre des longues sur l'intraday, quand on pullback comme ça, des points pivots daily en confluence avec le tunnel 15 minutes. Et pareil, à un moment, c'est des moyennes mobiles, donc bien entendu, ils vont casser par le bas, puisque une tendance, bien qu'elle ait plus de chances de continuer à la hausse, au bout d'un moment, elle se retourne. Et quand on perd comme ça le tunnel 15 minutes, moi, ce que je vais surveiller à ce niveau-là, c'est le tunnel 1 heure. Donc, on voit bien qu'on a eu une magnifique réaction au niveau du point pivot weekly et au niveau du point pivot monthly. Donc comme je l'ai dit, de quoi prendre un bon trade pour accompagner cette tendance. Donc on a un bon rebond, on reste dans une tendance moyen terme haussière. Comme je vous l'avais dit hier, on avait des signaux de faiblesse, ce qui est un fait, qu'on a comme ça une tentative de break par le haut qui est repoussée avec un rejet vendeur. Et on a eu une autre réaction vendeuse. On le voit bien entre le point le plus haut et le point le plus bas. On a été chercher ici un moins 5%. Maintenant, il faut dézoomer, et ici on voit bien que c'est pas parce que sur du court terme on a un affaiblissement que la tendance moyen terme, elle, s'affaiblit. On voit bien que on reste dans une trend qui est haussière, même si, comme je vous l'avais montré, on était sur une divergence potentielle sur le MACD, qui n'est toujours pas encore validée.
s'il veut bien s'afficher, voilà, qui n'est toujours pas validé. On est dans une petite contraction ici. On peut noter cette divergence potentielle baissière qui n'est pas encore validée. Et de toute façon, même si elle se valide, ça ne nous traduit pas que ça y est, c'est la fin, le marché va se retourner. Ça nous indique tout simplement qu'on a un affaiblissement du côté des acheteurs. C'est pas pour ça que on va repartir au sud et subir un moins 10, moins 15, moins 20%. Dans tous les cas, ici, on est plutôt proche d'un ATH. Donc attention, bien que on peut, et le Bitcoin l'a déjà fait, avoir une forte candle comme ça, prendre un plus 10%, faire un nouvel ATH, c'est une possibilité. Maintenant, quand on est comme ça, proche d'une résistance, partez toujours du principe qu'on a plus de chances de se faire rejeter. Sinon, sur du court terme, ici, on peut entamer un range sur le mois après avoir break le tunnel 1 heure, peut-être revenir chercher ici l'extrémité haute, commencer à retracer, entamer un plus long range, similaire à ce qu'on a fait à ce niveau-là. On voit que voilà, on est revenu chercher le tunnel 1 heure, on a rebondi et on est rentré ici dans un plus gros range. Pourquoi pas faire la même chose? On voit bien que le Bitcoin, c'est un peu différent du dernier cycle de 2021 où c'était un peu du up only. Il passe beaucoup par des phases de latéralisation avant de repartir à la hausse. Et tant mieux, on a un marché plus sain quand on a comme ça ce genre de phase haussière. Donc moi maintenant, ce que je regarde, alors l'opportunité elle était ici, qu'on a eu ici une magnifique réaction acheteuse au contact du point pivot weekly, même qu'on a eu ici cette pattern de retournement. Ouais, à ce niveau-là, il y a plusieurs manières de vous positionner, ça dépend bien sûr de chacun. La zone, on l'avait déterminée. Donc, globalement, c'était cette zone-là, on avait le tunnel 1 heure, point pivot monthly, point pivot weekly, on avait cette zone-là. Maintenant, on se positionne pas n'importe comment quand on est dans cette zone-là. C'est-à-dire que quand on enchaîne ici, hop, une baisse, deux baisses, trois baisses, quatre baisses, quand je vois ici qu'on a un couteau qui tombe à ce niveau-là, je me positionne pas agressivement. Par contre, quand ici, le marché m'envoie un signal qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on vient toucher le point pivot weekly, on a en plus une mèche assez importante, et en plus on clôture dans le vert, là déjà j'ai une réaction acheteuse. Donc une personne qui se positionne de manière agressive, il peut se positionner au niveau de la clôture de cette bougie-là, avec un stop loss sous ce plus bas, d'accord, ce qui donnerait une entrée dans ce style-là. Donc ça, c'est la première manière de se positionner. Après, c'est à vous de targeter ce que vous voulez, le point pivot daily, tunnel 15 minutes, 2 pour 1, 3 pour 1, c'est à vous de voir. Ça, c'est l'entrée un peu plus agressive. La personne qui va vouloir avoir plus de conviction, avoir plus de probabilité plutôt de réussir son trade, mais qui va du coup empiéter sur son risk-reward, c'est d'attendre une pattern de retournement. On voit que là, on a une pattern de retournement, ce qui nous témoigne qu'on a tout simplement une réaction acheteuse, une demande qui est supérieure à l'offre dans cette zone-là, ce qui fait une entrée un peu plus tard. C'est-à-dire que soit on attend le pullback, qu'on revient chercher ici la ligne de coup, soit on se positionne à la clôture, mais c'est pas spécialement intéressant. Donc ça dépend de chacun, mais en tout cas, on a ici notre confirmation de zone de localisation validée, réaction acheteuse validée, très bonne zone pour rentrer en position et avoir une zone d'invalidation sous la structure. Donc voilà, et pareil, tant que ce tunnel 1 heure tient, on repasse ici sur un flux haussier sur du court terme, on le voit bien, le 3 minutes qui recrosse à la hausse le 15 minutes, le 15 minutes qui redevient haussier, et ben pareil, les pullbacks sur les moyennes mobiles court terme, donc tunnel 15 minutes, tunnel 3 minutes, sont des opportunités pour se positionner. Si on perd le 1 heure, la prochaine zone qu'il faudra surveiller ici, c'est le tunnel 4 heures, mais pour le moment, c'est pas, selon moi, le scénario le plus probable. Au niveau order flow, on voit qu'on a ici une baisse du funding, donc c'est plutôt pas mal, et on voit qu'on n'a plus trop de FOMO sur l'open interest, donc c'est également assez encourageant. De toute façon, on reste ici sur un funding qui reste assez bas comparé à ce qu'on a connu, donc là-dessus, il n'y a rien d'alarmant. Comme je vous l'avais dit, on avait un peu de FOMO à ce niveau-là, on le voyait avec un funding qui augmentait et un open interest qui augmentait, donc ça m'a pas surpris le mouvement qu'on a eu hier pour liquider pas mal de monde. On voit qu'on a liquidé légèrement des longues avec un open interest légèrement en baisse. Bon, on n'est pas sur des gros pics comme on a connu ici, c'est normal, les pics de liquidation sont toujours proportionnels au mouvement et à l'amplitude qu'on va avoir et surtout au niveau qu'on va casser. Ici, on est juste venu racler les stops qu'on avait à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait un peu de liquidation, mais ça reste léger, mais c'est ce qu'on veut voir pour avoir un marché qui repart potentiellement. En tout cas, je reste bullish en voyant ici le marché comment il évolue. Il n'y a pas de raison d'être bearish. Par contre, on pourrait commencer à être bearish si on commence à avoir ici une pattern de retournement, la validation d'un M-top, par exemple quelque chose qu'on a fait comme là. On le voit bien, le M-top, sommet creux plus bas, on a un petit M dans un plus gros M, voilà, ça c'est des confirmations assez bearish parce que ça nous témoigne qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas.
Pour le moment, c'est pas le scénario le plus probable, vu qu'on reste dans une dynamique qui est haussière. Par contre, on est proche de faire un nouvel ATH. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux de résistance. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. On m'a d'ailleurs posé une question en message privé. On m'a dit, oui Nico, est-ce que tu surveilles beaucoup plus les mèches ou les clôtures? Alors j'ai envie de dire ça dépend, parce que les mèches racontent une histoire. Les mèches, hein, l'évolution de toute façon d'une charte raconte une histoire, et les mèches, faut pas les négliger, parce que quand on a une mèche, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Là, quand j'ai une mèche sur mon unité de temps daily, hop, si je zoome en 4 heures, on voit que il s'est passé quelque chose. On voit bien. Et si je zoome pareil dans la mèche en H4, en 1 heure, hop, à ce niveau-là, il s'est passé quelque chose. Et ça, je peux le faire à l'infini, d'accord? C'est-à-dire, je peux passer ensuite en 15 minutes, tac, je vois une bougie, tac, je vois encore une mèche, je peux zoomer, je peux passer en 1 minute, tac, etc., etc. Je retourne, je vais chercher ma zone, aller ici, je peux passer en secondes, etc. Donc, les mèches ont leur rôle, d'accord, bien entendu. Maintenant, ça va dépendre. Si vous cherchez des confirmations de cassure, des confirmations de validation de pattern, etc. Moi, je vais plutôt regarder les clôtures. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une mèche qui m'indique que ok, j'ai une fausse cassure, qui m'indique que on n'est pas sorti du range par le haut. C'est-à-dire que si j'essaie de trouver un exemple, voilà, par exemple à ce niveau-là, là ici j'ai un range. Sauf que je n'ai pas de cassure de range par le bas, parce que j'ai une clôture weekly qui est ici au-dessus. Donc ça nous montre tout simplement que on a une réaction acheteuse, et dans ce genre de configuration, je vais beaucoup plus regarder les clôtures. En tout cas, pour des cassures, pour des validations de pattern, je vais beaucoup plus regarder les clôtures. Par contre, des fois, pour des réactions acheteuses, pour voir comment le marché tout simplement réagit, les mèches sont également importantes, parce que ça nous montre qu'on a des acheteurs qui sont piégés, des vendeurs qui sont piégés. Donc tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de l'unité de temps. Des fois, sur des unités de temps plus courtes, on peut être beaucoup plus agressif que sur des unités de temps long terme. Donc j'ai envie de dire, ça dépend. Les deux sont importants. Je vais prioriser quand même les clôtures, parce qu'on a des confirmations beaucoup plus puissantes selon moi, avec beaucoup plus de probabilité que un mouvement, une pattern soit confirmé suite à une clôture. Mais les mèches, faut pas non plus les négliger, ils racontent quelque chose, parce que dans une mèche, il y a des clôtures sur les unités de temps inférieures. Tout est une question d'unité de temps également, et tu peux réaliser une analyse multi-frame pour également avoir beaucoup plus de probabilité d'être dans le sens de que ton trade se passe bien, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de dire les deux globalement, mais je vais quand même prioriser les clôtures de mon côté. Alors, on va faire une analyse d'Ether. Hop, Ether qui continue tranquillement sa hausse. Aujourd'hui, il est plus fort que le Bitcoin. Bon, de 1%, c'est pas énorme, mais j'ai envie de dire c'est toujours ça. On est toujours à l'intérieur d'un range avec des moyennes mobiles ici orientées à la hausse. Typique d'un range précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances ici de break par le haut. Pourquoi? Parce que une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois, donc à chaque fois qu'on range dans une dynamique qui est haussière, partez toujours du principe que on a plus de chances de casser un range par le haut. C'est pas parce qu'on a plus de chances qu'on doit prendre tous les risques, que ça y est, on doit all-in. Non, c'est pour ça qu'on a une gestion du risque, parce que notre capital, on doit le préserver, et on ne peut pas se permettre de prendre un trade perdant et que ce trade perdant ruine l'entièreté de notre capital. Ça, c'est un point important, beaucoup le négligent, et c'est pour ça que beaucoup peuvent faire rapidement de l'argent quand on commence. C'est-à-dire, peut-être que certains ont commencé à trader en utilisant des effets de levier, et ils ont fait énormément d'argent au début. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune gestion de risque. Il n'y avait aucune gestion de risque, donc au final, les personnes pouvaient transformer 100 dollars en 5-10 000 dollars parce qu'il n'y avait aucune gestion de risque. Sauf que ça, c'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme. Quelque chose comme ça, il y a plus de chances que sur le long terme, la personne crame son capital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est pour ça que on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça qu'on a une gestion de risque. Sur Ether, on est dans un range, on voit qu'on a eu un affaiblissement quand même parce qu'on est passé sous le tunnel 15 minutes, d'accord? Donc on est ici dans une phase de compression. Idéalement, on aimerait bien garder ce niveau-là parce que c'est là, c'est notre précédent haut de range. Bon, un range un peu plus court terme quand même. Je vais enlever les moyennes mobiles, enlever tout ça. On voit bien ici un range quand même plus court terme, mais on l'a break et on est venu s'appuyer dessus, on l'a pullback. Donc pour le moment, ça nous montre tout simplement qu'on ne réintègre pas les précédents sommets importants, les précédents hauts de range importants. Ça nous montre tout simplement qu'on reste dans un momentum qui est très encourageant sur Ether. C'est pas pour ça qu'il faut long la borne haute. Là, on a un range qui est très bien défini. Si vous avez du mal, vous pouvez même mettre un volume profile. Hop. S'il veut bien se dessiner, je suis sur Binance. Il devrait se dessiner. Je sais pas pourquoi il a du mal. C'est TradingView qui galère aujourd'hui, mais si vous avez du mal, vous pouvez tout simplement tracer un volume profile. Je vais changer de chart peut-être. Passer sur les contrats perp. Hop.
et tracer mon volume profile ici, et s'il a du mal, c'est pas grave, on fera 100. Ok, parfait. Donc voilà, typiquement, on a notre value area high à ce niveau-là, qui est une bonne zone pour chercher des shorts, notre value area low, tout ce qui vient en dessous, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Ici, on a notre value area à ce niveau-là, qui représente 70% des volumes échangés à l'intérieur de cette zone. Ici, on a notre POC, le point of control, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Quand on trade un range, on cherche toujours à se positionner sur l'extrémité. La borne haute, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. La borne basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Par contre, si on a de l'acceptation au-dessus de la value area high et qu'on a un pullback, là, c'est différent. On va plutôt chercher des longues puisque on serait dans la cassure d'un range avec un pullback sur l'extrémité haute de ce range-là. Donc, globalement, on flipperait un niveau de résistance en support. Donc là, attention, on est sur résistance, on a plus de chances de rejeter. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans une dynamique comme ça de range, on a précédé par une dynamique haussière, on a plus de chances de break par le haut. Donc pour moi, je chercherais plutôt des longues sur l'extrémité basse à ce niveau-là pour TP une partie au niveau de l'extrémité haute et garder une autre partie de ma position au cas où on a un break et on continue dans le sens de la tendance initiale. Maintenant Ether c'est pareil, si on revient chercher les moyennes mobiles court terme, il y a des opportunités de longue. Si on revient chercher le tunnel 1 heure similaire au Bitcoin, il y aura également des opportunités. Ether face au BTC reste fort, on le voit bien, on est pareil dans un range mais précédé par une dynamique qui est haussière, les moyennes mobiles font office de support, on est ici dans un contexte qui est plutôt pas mal pour que Ether continue à surperformer le BTC. On voit bien que le tunnel 15 minutes fait office de support. Prochaine target à venir chercher, le tunnel daily, si on break ce range par le haut, et là, il faudra surveiller comment le marché réagit. Si on commence à réintégrer le tunnel daily, on pourrait potentiellement être sur ici un retournement long terme, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été en contact du tunnel daily, ça fait depuis juillet. Donc ouais, voilà, à surveiller comment Ether va réagir, enfin comment la paire ETH-BTC va réagir à ce niveau-là. Si on a un M-top, on pourrait être sur un retracement un peu plus important pour réaliser une plus grosse structure. Si au contraire on a une consolidation en maintenant des creux des sommets de plus en plus haut, c'est tout simplement qu'on a une demande qui est importante et que les acheteurs souhaitent casser ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'aimerais bien avoir quand même une phase de consolidation un peu plus importante et ne pas repartir trop rapidement en V-bottom, parce que les rebonds en V-bottom restent retestés de manière générale. Donc voilà, je préfère toujours monter par escalier que monter trop rapidement, parce qu'en général la chute est beaucoup plus importante. Alors, au niveau des altcoins, il faut demander d'analyser. J'ai noté FHE. Alors, il y a quelques cryptos, je ne connais pas du tout ce que c'est. FHE, ça a l'air d'être une crypto qui est récente. Hop, ouais, ça reste une crypto qui est récente. Les cryptos récentes comme ça, je crois que j'avais regardé, je sais plus si cette crypto, j'ai regardé juste avant. Mais les cryptos qui sont récentes comme ça, FHE, Min Network, ça doit être elle. Ouais, c'est tout récent. Déjà, d'un point de vue technique long terme, il n'y a pas grand chose à faire, parce que moi, je regarde surtout mes charts en weekly, et j'attends au moins 1 an, voire 2 ans d'historique, pour commencer à faire une vraie analyse technique sur du long terme. Ici, j'ai pas assez d'historique pour rentrer en position. Donc, dans ce genre de scénario, la meilleure chose à faire, c'est une analyse poussée d'un point de vue fondamental, d'un point de vue tokenomique. Surtout, on est sur un petit projet, donc il faut aller vraiment dans les détails, lire le white paper, voir la roadmap, voir l'équipe, voir la vraie valeur ajoutée de ce projet-là, voir le modèle économique qu'il y a derrière. Il y a la tokenomics et j'en passe, il y a pas mal de choses à rechercher quand on veut investir comme ça sur un projet qui est jeune. On voit qu'on a ici 250 millions de tokens en circulation pour un total supply de 1 milliard. Donc déjà, on va faire un x4 entre le market cap et la FDV. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte, c'est qu'on va avoir des déblocages de jetons qui vont se faire. Maintenant, sur ce genre de projet, il faut avoir des convictions. Si vous investissez comme ça sur un projet, c'est un peu comme moi, où je me suis positionné sur Hyperliquid assez tôt, sans avoir une grosse charte qui est développée. Pourquoi? Parce que j'ai de fortes convictions dans le projet. Ici, c'est pareil. Si vous vous positionnez comme ça, sans faire une analyse, vous êtes obligé de faire une analyse fondamentale, parce que se positionner juste d'un point de vue technique, on n'a pas assez d'évolution de prix. Maintenant, si je dois faire simple, on est dans un range. Donc idéalement, ce qu'on veut sur du long terme, c'est proposer une pattern de retournement. Que ça soit à ce niveau-là, que ça soit plus haut, peu importe. La charte, à partir du moment où elle est jeune, faut pas avoir de biais en se disant c'est trop ou pas, on n'en sait rien. Ce qu'il faut, c'est une pattern de retournement qui nous témoigne qu'on a une demande supérieure à l'offre dans une zone précise. Pour le moment, c'est trop tôt. En daily, idéalement, on voudrait avoir un break du range par le haut, le retester et partir dans une tendance haussière pour accompagner la tendance sur du court terme, mais ça sera pas un signal d'investissement long terme. On m'a demandé une analyse de Rune. Rune a été très fortement corrigé de mémoire, ouais, exactement.
On est revenu chercher cette précédente zone de demande. On voit bien avec cette ligne de coup ici, ligne de coup d'une pattern de retournement. Ici, structure en W, on a pullback, depuis on a déjà fait un x2, on a en plus proposé une pattern de retournement en weekly, pas en mensuel mais en weekly, ce qui nous montre que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre, donc c'est un signal qui est plutôt pas mal, un beau signal acheteur. On peut le voir ici sur du plus court terme, les différentes patterns de retournement, si on doit les noter, il y en a plusieurs, il y en a, alors déjà, non, ici elle n'est pas validée vu qu'on n'a pas clôture au-dessus, mais on peut en voir une grande à ce niveau-là, à l'intérieur d'une plus petite, à ce niveau-là il y en a une petite également, dans une encore plus grande, qu'on pourrait noter comme ça. Donc voilà, globalement, on voit que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Quand on a comme ça un bottom qui est posé, en plus sur une précédente zone de localisation, moi, ce que je surveillerais, c'est cette zone-là. On aura de grandes chances de pousser et revenir chercher les 3 $, un bon chiffron psychologique en confluence avec cette ligne de coup de cette pattern de top. Ici, on est sur un M-top mensuel. On voit que Rune, c'est du range, avec globalement, on pourrait même voir une sorte de compression ici, hein, c'est compliqué à dessiner, mais c'est du range. L'extrémité basse, on va plutôt chercher des longues pour prendre ses profits, qu'on a un rebond, milieu de range, voire extrémité haute. Mais là, cette zone-là, ouais, c'est un très bon niveau pour les personnes qui sont rentrées sur les 1 $. On est sur un x3, ne pas hésiter à alléger une partie de son exposition à ce niveau-là. Et bien sûr, garder une autre au cas où on réintègre. Ensuite, on aura cette résistance-là qui sera à surveiller. C'est les 2 gros niveaux sur Rune que je surveillerai moi dans le cadre de prise de profit. Et pour rentrer en position, faudrait avoir des pullbacks sur notre précédente extrémité haute. Ici, voilà. Si on a des pullbacks dans cette zone-là, ça serait une très bonne zone pour chercher des longs. Ensuite, on m'a demandé une analyse de SXP. Alors, SXP, ouais, c'est assez moche. Depuis 2022, on est dans un range, on fait pas grand chose. Est-ce qu'on a une bonne amplitude au moins à l'intérieur de ce range-là? Ouais, on est quand même sur un 200%. Donc, sur des extrémités basses comme on est actuellement, c'est plutôt une bonne zone pour chercher des longs, pour revisiter l'extrémité haute. Vous pouvez mettre un volume profile comme je vous ai dit tout à l'heure si vous avez du mal. Lui, il va vous aider. S'il veut bien se tracer, on dirait qu'il a du mal. Voilà, parfaitement. Tout ce qui revient en dessous de la value area low, c'est une très bonne zone pour chercher des achats, pour ensuite viser un TP partiel poke et un TP total au niveau de l'extrémité haute. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de faire un TP total, vous pouvez faire un TP partiel ici, un TP partiel là, et garder une faible exposition au cas où on a un break du range pour être dans le sens du flux, être dans le train, tout simplement. Maintenant, dans ce genre de configuration, la meilleure chose, c'est soit se positionner sur l'extrémité basse, chercher des longues et TP les zones qu'on a déterminées, soit attendre qu'on a vraiment une validation ici de cassure de ce range-là, avec de l'acceptation pour revisiter des niveaux beaucoup plus hauts. Mais là, pour le moment, c'est du trading de range, donc je serai pas dans du buy and hold. Hein. Soit je me positionne avec une zone d'invalidation claire, la zone d'invalidation, c'est si on sort du range par le bas, où là, je me barre, je prends ma perte, mais je serai pas en mode j'achète, et j'espère que cette crypto va monter, parce qu'elle a rien fait en 2022, 2023, 2024, 2025, pourquoi elle ferait quelque chose maintenant? Voilà, je préfère me concentrer sur des cryptos qui sont fortes, qu'ils ont montré comme quoi, et moi, ils avaient un flux, un momentum, plutôt que sur des cryptos ici qui ne font pas grand chose. On m'a demandé virtual. Tac, je vais prendre plus d'historique. Ok. On est sur un rebond en V-bottom, de toute façon on est sur des cryptos ici assez volatiles. On le voit bien, on est sur un 350%. De toute façon, c'est assez ouf sur virtual comment ça se passe. C'est que à ce moment-là, tout le monde me demandait, oui, fais une analyse sur virtual, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'analyser cette crypto? Et c'est normal, parce qu'enfin c'est normal. La mentalité c'est toujours la même, hein. La plupart des gens se positionnent quand on est vraiment ici sur des performances, j'ai envie de dire un peu aberrants, quand tout pump, et voilà, c'est là où tout le monde fait de l'argent et tout le monde se dit, enfin tout le monde fait de l'argent, tout le monde est en position, ils n'ont pas clôturé leurs gains, donc au final personne fait de l'argent tant que c'est des plus-values latents, mais tout le monde m'en parle et me dit oui, fais une analyse, c'est la psychologie, ça change pas. Quand on est ici, personne me parle de virtual, tout le monde me dit oui, enfin on me parle pas de virtual, on s'en moque complètement, et quand ça repump, quand du point le plus bas ici, au point le plus haut, on est sur un x4, ça y est, ça commence à me reparler. La psychologie ne change pas. Alors que pourtant, ici, ce n'est pas des bonnes zones pour acheter, ici, ce n'est pas des bonnes zones pour acheter. On se positionne toujours sur des gros niveaux de support lorsqu'on a ici des patterns de retournement, des réactions acheteuses. On voit bien que là, oui, on a un flux qui est en cours, c'est un fait, d'accord? Donc là, pour faire de la continuation de tendance, c'est intéressant. Par contre, pour de l'investissement long terme, moi, j'aime pas me positionner après qu'on a eu un pump aussi important. Donc ça, c'est quelque chose à noter.
côté, tracez vos zones d'intervention, comme on a fait à ce niveau-là, où si vous regardez des vidéos, j'ai déjà fait sur virtuel, j'ai dû vous dire les 0,186, c'est une très bonne zone pour se positionner. Voilà, vous prenez vos feedback, vous tracez vos zones, quand on arrive sur ces zones-là, vous vous positionnez si vous avez votre setup qui s'exécute. Mais commencez pas à FOMO après qu'on ait eu un gros pump. De toute façon, posez-vous toujours la question, comment vous avez été au courant de cette crypto? Est-ce que c'est parce que c'est un ami qui vous en a parlé? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un sur YouTube qui vous en a parlé? Souvent, les gens en parlent quand ça pump, et souvent c'est trop tard. Dernière crypto, m'a demandé une analyse de grâce. Je sais pas du tout ce que c'est non plus. Je peux prendre quelle charte? Grâce, polonais, je ne pense pas. C'est assez jeune ou pas? 147, très bien. Ça existe depuis novembre, ok. Ouais, ça existe depuis là. On a une, alors je vais prendre quand même avec un peu plus de liquidité, voilà, parfait. Ok, on est sur une charte qui est assez jeune quand même. Ouais, on est plutôt dans un range / une tendance baissière. On le voit bien, plutôt dans une trend qui est baissière, ici à l'intérieur d'un range. À ce niveau-là, on peut parler ici d'une déviation à la hausse, pardon. Donc plutôt une phase de compression. Idéalement, on aimerait bien avoir une sortie de ce range-là pour se positionner sur le breakout ou au moins le pullback, parce que là, c'est compliqué pareil de se positionner sur du long terme quand on a une charte comme ça qui n'a posé aucun bottom. On voit qu'on a ici posé un top. Là, on est dans une phase de range précédée par une dynamique baissière, donc c'est pas dans le genre de contexte qu'on aime bien se positionner en général. On a sûrement des moyennes mobiles qui sont plates, voilà, parfait. Le 4 heures qui est plat, le 1 heure qui est plat, le daily qui vient d'être créé parce qu'on a pas assez d'historique. Bon, déjà pour trader la tendance ici, on peut rien faire avec ces moyennes mobiles qui sont plates. Pour l'investissement long terme, on n'a pas assez de chart. Pour du trading de range, oui, pourquoi pas. Là on est en milieu de range, il n'y a rien à faire également. Soit on attend une réaction acheteuse sur une extrémité basse ou une réaction vendeuse sur une extrémité haute, mais à l'instant T, il n'y a rien à faire. On peut pas trader le range, on peut pas trader la tendance, on peut pas se positionner sur du long terme parce que on a une charte qui est trop jeune et on est dans une dynamique baissière. Des fois, il faut accepter de rien faire. Ne pas trader, c'est trader. Et beaucoup veulent toujours rentrer en position. Moi, sur une charte comme ça, je fais rien. J'attends de voir ce qui se passe quand on est là, ce qui se passe quand on est là. Et là, ok, je pourrais rentrer en position. Si par exemple j'ai une réaction vendeuse, j'ai une réaction acheteuse ici, ou alors j'ai un break pullback, mais à l'heure actuelle, je préférerais patienter de mon côté. Je vous laisse avec ça, j'ai tout dit de mon côté. Demain, bien sûr, on continuera à faire une update comme chaque jour. Je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez ici discuter avec moi ou avec d'autres traders très avancés, très expérimentés. Le premier lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.